L'action Unilever Côte d'Ivoire vient d'être suspendue après une performance de plus de 700% de janvier 2025 à fin juillet 2025. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur cette suspension. Alors, petit disclaimer avant de commencer, les informations partagées dans cette vidéo sont uniquement basées sur des hypothèses et sont à titre informatif. Elles ne constituent pas des accusations ni des conseils en investissement. Alors, le lundi 4 août, la BRVM a publié un communiqué disant qu'elle porte à la connaissance du public et des intervenants du marché qu'elle vient de procéder à la suspension du titre Unilever Côte d'Ivoire, sans donner un peu plus de précision. Alors, nous allons essayer d'aller un peu plus en profondeur pour essayer de comprendre ce qui a bien pu provoquer la suspension de cette entreprise. Alors, dans un premier temps, il faut remarquer que le titre Unilever a connu une hausse fulgurante depuis le début du mois d'avril. Donc, le titre était coté environ 6 575 francs CFA à l'action. Et aujourd'hui, où je fais cette vidéo, nous sommes à plus de 52 640 francs CFA. Donc, ce qui représente une hausse d'environ 712,97%. Donc, en réalité, c'est une hausse qui est considérable et on a effectivement en droit de se demander est-ce que cette hausse-là est justifiée? Vu que l'action vient d'être suspendue, est-ce que c'est parce qu'il y a une faute qui a été commise sur le titre? Donc, toutes ces questions-là sont légitimes et donc, nous allons mener une toute petite enquête au cours de cette vidéo. Nous allons essayer de parcourir l'ensemble des éléments à notre disposition afin d'analyser ce qui est éventuellement en train de se passer. Alors, nous allons essayer de passer en revue le communiqué officiel qui a été publié par la BRVM afin de comprendre s'il y a des raisons fondamentales à cette suspension. Alors, voici le communiqué de la BRVM, le communiqué officiel qui a été publié par la BRVM et on y lit simplement que la BRVM porte à la connaissance du public que conformément aux dispositions de l'article 15.11 des règles de négociation et d'admission et de radiation à la cote, elle a procédé le lundi 4 août à la suspension du titre Unilever Côte d'Ivoire. Alors, la BRVM ne donne pas énormément de précisions sur cette suspension, mais nous, on ne va pas s'arrêter là. On va essayer d'aller chercher en profondeur pour voir si éventuellement on peut trouver des éléments qui peuvent éventuellement justifier cette suspension-là. Alors, pour ce faire, nous allons aller lire l'article 15.11 qui est cité comme référence dans ce communiqué-là pour essayer de voir est-ce qu'il y a des éléments dans cet article-là qui peuvent éventuellement nous guider sur les fondements de cette suspension. Voici pour vous cet article 15.11 qui est cité par la BRVM ici. Et elle dit clairement que la BRVM a le droit de suspendre la cotation d'une ou de plusieurs valeurs si elle estime que c'est dans l'intérêt du marché. Donc, ça veut dire que si le titre a été suspendu, c'est bien évidemment dans l'intérêt du marché. Et donc, les raisons qui sont citées ici, alors on dit sans limiter, hein, donc ça veut dire que quelque part, ces raisons qui sont citées ici ne sont pas exhaustives, bien évidemment, mais ça peut nous donner peut-être des indications, donc on va les voir ensemble. Donc, on dit s'il existe un déséquilibre important entre les ordres d'achat et les ordres de vente, donc ça veut dire que peut-être qu'il y a énormément de personnes qui veulent vendre et personne pour acheter, ou bien l'effet inverse, il y a énormément de personnes qui veulent acheter, il n'y a personne pour vendre. Bon, je ne sais pas si ça arrive beaucoup, mais anyway, s'il y a un déséquilibre entre les ordres d'achat et les ordres de vente, si une société s'apprête à divulguer une information importante et demande à la bourse de suspendre la cotation. Donc, en gros, si vous savez qu'il y a une forte actualité qui va provoquer un mouvement non désiré sur la valeur, vous avez la possibilité, en fait, en tant qu'entreprise cotée, de demander à la BRVM de suspendre votre cotation sur une période donnée. Et enfin, il est cité le fait que si la BRVM estime qu'une société n'a pas divulgué de façon adéquate une information importante, bon, pour ne pas les citer, on a vu le cas de certaines entreprises qui n'ont pas divulgué certaines informations qui avaient été suspendues aussi. Bah ouais, c'est bien ce que vous pensez. Une vidéo comme celle-ci, vous en doutez bien qu'on ne fait pas sans une surprise. Donc, pour revenir à notre sujet, il faut simplement souligner que la troisième raison évoquée dans l'article souligne la nécessité de transparence, notamment avec la publication des états financiers des entreprises cotées. Et sur ce point, il faut dire que Unilever n'a pas publié ses états financiers depuis la publication de ceux de l'année 2023. Donc, le grand public n'a pas eu accès à ses états financiers de 2024, encore moins ceux du premier trimestre et du premier semestre de l'année
2025. Alors que la BRVM est très claire sur la nécessité de communication financière. Normalement, les entreprises cotées à la BRVM devraient au plus tard le 30 avril de l'année suivante publier les états financiers de l'année précédente. Donc, pour le cas de Unilever, normalement au plus tard le 30 avril 2025, on devrait avoir les états financiers de l'année 2024. Encore une fois, j'aimerais souligner que si vous êtes une entreprise cotée, la communication financière est très importante et vous ne devez pas la réaliser au regard simplement des exigences réglementaires, mais aussi l'utiliser de façon stratégique pour votre entreprise. Et l'ECOM, l'agence dont je suis le fondateur, peut vous accompagner en ce sens, afin que vous puissiez exploiter l'ensemble des exigences légales et les transformer en avantages pour votre entreprise. Si vous voulez savoir comment cela se matérialise concrètement, notre mail se trouve en description. Alors, on peut raisonnablement dire que c'est peut-être un défaut de communication financière qui a amené la BRVM à suspendre le titre. Mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ce manque d'informations n'a pas empêché le titre de prendre 700% depuis le début du mois de janvier. Alors, nous, on ne veut pas s'arrêter là. On va aller chercher d'autres raisons qui éventuellement peuvent non seulement expliquer la suspension, mais aussi expliquer la performance que nous avons observée. Alors, s'il y a une chose à noter sur cette hausse fulgurante, c'est que durant cette période, on a noté en fait de très faibles échanges sur la valeur. Il n'y avait pas énormément d'échanges et pourtant le titre ne faisait que grimper en termes de plus-value. Donc, c'est principalement ce point-là qu'on va essayer de chercher à expliquer. Est-ce que déjà on peut mettre en relation la suspension et la hausse? Et puis, si la suspension est en relation avec la hausse, ça veut dire éventuellement que cette hausse-là n'est pas très régulière peut-être. Donc, on va essayer d'exploiter les éléments en notre disposition. Et donc, on va avoir deux hypothèses ici. La première, c'est qu'on a eu une hausse qui est tout à fait dans les règles. D'accord? Et puis, la deuxième hypothèse, c'est que cette hausse-là n'est pas du tout dans les règles. Voilà. Donc, si la hausse est dans les règles, ça veut dire que c'est une autre raison qui n'est pas du tout liée à la performance que nous avons observée, qui a poussé la BRVM à la suspension. Et donc, si la hausse n'est pas dans les règles, ça veut dire qu'éventuellement, c'est justement ça qui a poussé la BRVM à suspendre le titre. Techniquement, si on veut bien voir, il n'y a pas de justification fondamentale, hein, du point de vue de l'analyse fondamentale. Alors, je ne vais pas reprendre toute une analyse fondamentale, mais du point de vue de l'analyse fondamentale, si on regarde, il n'y a pas d'éléments qui pourraient expliquer une telle performance, un tel momentum. Et par ailleurs, si vous regardez aussi sur le point de l'actualité, il n'y a pas eu énormément d'actualité sur le titre Unilever. Et justement, en parlant d'actualité, vous avez Unilever Côte d'Ivoire, il faut préciser, qui a été racheté auprès de Unilever Overseas Holding Ltd par l'entreprise SDTM. Donc, du coup, ça s'est opéré très récemment. Donc, du coup, actuellement, c'est 99,78% du capital de Unilever qui est détenu par SDTM. Alors, est-ce que ça a quelque chose à voir avec ce dont nous sommes en train de parler? Parce qu'en réalité, il faut savoir que le rachat d'une entreprise peut entraîner une hausse du cours de cette action-là si les investisseurs estiment que ce rachat est stratégique. Dans le cas de Unilever, on remarque bien qu'en fait, SDTM est une entreprise qui distribue des produits alimentaires et divers et Unilever fabrique et commercialise aussi des produits alimentaires et des produits d'entretien. Donc, en gros, c'est à peu près le même secteur d'activité. Bon, peut-être que SDTM ne produit pas, mais sur le segment de la distribution, ils ont un très bon réseau. S'ils ont la machine de production de Unilever, peut-être que ils vont savoir l'exploiter en mettant à disposition tout ce qui est système de distribution qui est déjà mis en place au niveau de SDTM. Donc, sur le plan de l'analyse, on peut effectivement considérer que c'est un rachat qui est tout à fait stratégique et qu'on peut s'attendre à une amélioration des résultats de Unilever. Cependant, est-ce pour autant qu'on pourrait avoir une hausse aussi importante? On peut avoir effectivement une hausse, mais on s'attendrait quand même à des phases de correction plus ou moins prononcées parce qu'en réalité, depuis ce rachat-là, on n'a pas encore eu de nouveaux résultats d'Unilever de façon officielle. Donc, du coup, une fois qu'on n'a pas encore eu des résultats, on ne peut pas dire si ce rachat-là est en train de payer ou pas.
Du coup, les investisseurs normalement ne devraient pas s'aventurer sans aucune hésitation. Raison pour laquelle on peut noter qu'il y a effectivement très peu d'échanges sur la valeur. Alors, il y a aussi quelque chose qu'il faut noter, c'est que juste après le rachat, l'entreprise a procédé à une notation financière. Et donc, on va essayer de lire à l'intérieur de cette notation financière-là qu'est-ce qui a été identifié pour essayer de comprendre. Alors, c'est une notation financière qui a été effectuée par Bloomfield Investment Corporation. Et donc, vous pouvez voir ici qu'on a la note A- pour le long terme et la note A2 pour le court terme. Ça veut tout simplement dire que l'entreprise, sur le court terme et le moyen terme, est capable d'honorer ses engagements. C'est tout ce que ça veut dire. En gros, elle peut payer ses dettes. Ici, vous pouvez lire la perspective stable. Et petite parenthèse, quand vous voyez la perspective stable sur les notations financières, ça veut simplement dire que l'agence qui vient de procéder à la notation n'envisage pas de modifier la note qu'elle vient d'attribuer sur les 12 prochains mois, à moins qu'il y ait un événement majeur dans l'environnement économique, un événement vraiment significatif. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse une vidéo sur comment est-ce qu'on peut exploiter la notation financière lorsqu'on est investisseur à la BRVM, il faut me le signifier dans les commentaires. Alors, je ferai une vidéo qui détaille l'ensemble des éléments contenus dans le rapport de notation pour que vous puissiez savoir comment est-ce que vous pouvez vous en servir lorsque vous êtes investisseur à la BRVM. Alors ici, vous avez bien la justification de la note qui a été attribuée par l'agence. Mais nous, dans le cadre de l'analyse que nous sommes en train de faire, bien évidemment qu'il y a certains éléments qui vont nous intéresser, notamment les facteurs clés de performance. Et donc, dans ces facteurs clés de performance, là, vous pouvez regarder qu'il y a les facteurs positifs. Et puis, il y a aussi des facteurs de fragilité. Et dans les facteurs de fragilité, on peut bien relever ici une non-conformité à certaines dispositions réglementaires de la BRVM. Du coup, ce qui est clair et net, c'est que Unilever, quelque part, n'a pas respecté certaines dispositions de la BRVM, lesquelles je ne sais pas parce qu'en réalité, le rapport que j'ai n'est pas un rapport qui est très complet. C'est juste un résumé de la note qui a été attribuée. Du coup, on sait qu'il y a non-conformité, mais on ne sait pas c'est quelle non-conformité. Alors, ici, c'est vrai que je ne sais pas de quelle non-conformité Bloomfield est en train de parler, mais ça peut clairement être le manque de communication financière que nous avons évoqué précédemment. Du coup, ce qu'on peut retenir des informations tirées de cette notation financière, c'est que soit elle confirme effectivement que la suspension vient du fait qu'il y ait un manque de communication financière, soit qu'il y a d'autres éléments de non-conformité en dehors du manque de communication financière. Maintenant, est-ce que cette non-conformité est à la base de la suspension? Ou est-ce que la suspension est intervenue du fait de la performance que nous avons évoquée en début de vidéo? Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les deux peuvent être liés. En fait, ça peut être une non-conformité qui, de fait, par cette non-conformité-là, il y a eu un élément qui a entraîné en fait cette performance. Et si un élément vient d'une non-conformité, ça veut dire que cet élément-là est un élément qui n'est pas très légal. Donc du coup, un facteur pas légal qui a en fait occasionné une performance, la performance que nous avons notée. De toutes les façons, on peut poser énormément d'hypothèses. Mais la question fondamentale, c'est de savoir qu'est-ce qui a occasionné une telle performance sur l'action. Parce que d'un point de vue fondamental, on n'a pas assez d'éléments pour nous justifier cette hausse-là. Et d'un point de vue de l'actualité aussi, non plus. Alors, ceci dit, on peut penser à, éventuellement, si on regarde un peu du côté obscur, on peut penser éventuellement à une manipulation de marché avec notamment ce qu'on va appeler le pump and dump. Alors, il faut simplement savoir que le pump and dump, c'est une pratique qui consiste à manipuler le marché qui peut être organisée par plusieurs investisseurs. Alors, ça arrive avec des personnes qui essaient de spéculer sur les crypto-monnaies, mais en bourse, il faut savoir que c'est totalement illégal. Alors, pour vous expliquer, il faut simplement savoir que c'est plusieurs investisseurs qui vont se mettre ensemble pour essayer de faire monter le prix d'un actif et puis après attirer d'autres investisseurs et enfin vendre cet actif-là pour sortir. Pour que ça soit le plus clair possible, je vais prendre le cas de deux investisseurs. Donc, si vous avez deux investisseurs qui s'entendent pour réaliser une pratique de pump and dump, en gros, ils vont gonfler et puis ils vont dégager. Qu'est-ce que ça veut dire? Le premier investisseur va acheter naturellement les titres
et puis le second va essayer de les racheter en augmentant un peu le prix. Et après, l'autre aussi va essayer de les racheter en augmentant encore le prix. Donc, au fur et à mesure, ils vont essayer de faire augmenter le prix jusqu'à ce qu'on arrive à un prix suffisamment élevé par rapport au prix de départ. Alors, nécessairement, quand on fait ça, on est obligé de partir sur des actifs qui sont illiquides, c'est-à-dire des actifs qui se vendent très peu et qui s'achètent très peu. Donc, des actifs sur lesquels il y a très peu d'échanges. Parce que s'il y a énormément d'échanges, les autres investisseurs vont intervenir et on va pas avoir le contrôle sur le prix. Mais quand il n'y a pas énormément d'échanges, bien évidemment que nous qui voulons réaliser, non, ceux qui voulaient réaliser le pump and dump peuvent effectivement avoir le contrôle sur le prix de l'actif. Donc, quand ils ont essayé, ils commencent à faire augmenter le prix de l'actif, bien évidemment que les autres investisseurs vont se rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passe. Parce que quand le prix d'un actif monte, on s'interroge pourquoi le prix de l'actif est en train de monter. Et surtout, il y a des investisseurs qui sont attirés par ce qu'on va appeler les momentum, vont venir investir directement sur la valeur parce que le prix de cette valeur-là est en train d'augmenter. Et donc, comme ça, ils vont attirer d'autres investisseurs. Et quand il y aura énormément d'investisseurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eux, ils vont vendre et ils vont dégager. Donc, c'est le dump. Ils vont vendre l'actif et ils vont dégager. Ils vont prendre des bénéfices, les plus-values qui ont été réalisés. Maintenant, les autres investisseurs qui sont arrivés sont en danger. Pourquoi? Parce que c'est un actif dont le prix a été monté artificiellement. Et si le prix a été monté artificiellement, bien évidemment que ça ne va pas durer et le prix va chuter. Dans ce cas, les derniers investisseurs qui sont arrivés au sommet de la pyramide vont perdre de l'argent. C'est pour ça que c'est une pratique qui est totalement illégale. Et donc, potentiellement, c'est ce qui a peut-être eu lieu sur le titre de Unilever, parce qu'on a aussi remarqué qu'il y avait très peu d'échanges et le prix ne faisait que augmenter. Ça, c'est le premier élément qu'on peut évoquer. À côté de ça, il y a aussi, c'est potentiellement, tout ce que je dis ici, ce sont des hypothèses, c'est potentiellement un délit d'initié. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le délit d'initié, c'est quoi? C'est lorsque on a des informations privilégiées, qu'on se sert de cette information-là pour se faire de l'argent sur les marchés financiers. En gros, une entreprise a réalisé ses résultats, vous avez écho de ces résultats-là. Normalement, vous ne devez pas, sur la base de ces résultats, venir spéculer en bourse pour profiter de l'information. Si vous faites ça, vous commettez ce qu'on appelle le délit d'initié. Il faut attendre. Sinon, il faudrait que l'information soit rendue publique, l'information soit officiellement publiée avant que vous ne puissiez l'exploiter. Et donc, peut-être que les résultats, je ne sais pas, hein, j'ai aucune idée de ça, mais peut-être que les résultats de Unilever ont été perçus par certaines personnes et que ces personnes-là, d'ores et déjà, avant la publication officielle de ces états financiers, commencent à spéculer sur la valeur. Donc, c'est potentiellement un délit d'initié. Alors, au final, au regard des éléments que nous avons parcourus, on a effectivement pu relever 3 raisons potentielles qui peuvent justifier la suspension de Unilever. Certaines peuvent justifier aussi la hausse, d'autres pas. Mais en tout cas, de façon générale, si on veut regarder pour expliquer la suspension, on peut relever 3 éléments. Le premier élément étant le manque de communication financière, donc le manque de publication de ces états financiers. Le deuxième élément, ça peut être une non-conformité dont nous n'avons pas tous les détails. Et enfin, le troisième élément, ça peut être des pratiques illégales, notamment avec des phénomènes de manipulation du marché et de délit d'initié. Mais aussi, il faut noter que ça peut être un cumul de l'un ou l'autre, ou de l'ensemble de ces éléments ou de tout autre élément qu'on n'a pas pu évoquer. Alors, dans tous les cas, nous, de façon pratique, on va s'interroger en tant qu'investisseur à la BRVM. Ce qui nous concerne, c'est quelles sont les conséquences de cette décision de la BRVM. Donc, la conséquence immédiate, c'est le gel du titre, en fait. Donc, ça veut dire que les personnes qui ont déjà acheté Unilever, qui veulent vendre, ne peuvent plus vendre actuellement. Et s'il y a des personnes qui voulaient acheter Unilever, ne peuvent plus venir sur Unilever. Donc, c'est ce que ça représente comme conséquence pour les investisseurs. Maintenant, à côté de cette conséquence-là, en fait, on va avoir 2 cas de figure qui vont se présenter. Alors, le premier cas de figure, c'est un retour à la cotation. Bon, on a suspendu. Après, on règle le problème de la suspension et puis le titre revient à la cote. Dans ces conditions, on va revenir aux échanges normaux. Les investisseurs qui veulent vendre vont pouvoir vendre. Ceux qui veulent acheter vont pouvoir acheter. À côté de ça, il y a aussi un autre élément, ce qu'on va appeler la radiation. Donc, dans le deuxième cas de figure, c'est la radiation. Donc, je souligne simplement que
une suspension peut déboucher sur une radiation si l'entreprise concernée ne peut pas ou ne veut pas se conformer à ce qui est demandé. Et donc, dans ces conditions-là, s'il doit y avoir une radiation, qu'est-ce qui va se passer? On va procéder à ce qu'on appelle une OPR, donc une offre publique de rachat. Ça veut dire qu'on ne va pas punir les investisseurs de la BRVM en les empêchant de vendre l'action pour radier automatiquement l'entreprise en question de la cote. On va lui demander de racheter ses actions qui sont en présence auprès du public. Donc, le public de la BRVM dans ces conditions aura un prix auquel vendre en fait le titre, bien évidemment en tenant compte du fait qu'il ne faudrait pas tellement léser les investisseurs. Donc voici, on est au terme de notre petite enquête. Donc j'ai essayé de vous apporter le maximum d'informations sur cette affaire de suspension de Unilever. J'espère que je vous ai éclairé un tant soit peu. Si vous êtes intéressé par l'investissement à la BRVM, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube parce que nous publions du contenu éducatif sur l'investissement sur ce marché financier. Donc, il faut vous abonner et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.